Je suis le chef de projet du réseau Breton Bâtiment Durable qui vous propose donc ce rendez-vous. Alors, avant de vous présenter nos intervenants et de leur laisser la parole, je voudrais préciser que ce webinaire est la première édition d'un rendez-vous que nous avons décidé de renouveler chaque mois. Nous allons vous proposer donc de nous retrouver systématiquement le troisième jeudi du mois sur un temps court d'une heure, comme ce matin, 9 h, 10 h, autour d'un sujet technique ou d'une thématique d'actualité. Donc, le prochain rendez-vous, ce sera le 18 mars et nous inviterons l'agence qualité construction, nous parlerons avec eux de l'éclairage. Alors, on est ravis pour cette première édition de vous voir aussi nombreux. Vous êtes plus de 240 à vous être inscrits et je vois que vous êtes nombreux à arriver au fil de l'eau. Pour faciliter les échanges, évidemment, on a désactivé vos caméras et vos micros et nous vous proposons d'utiliser le chat pour poser vos questions. Donc, il va y avoir 3 interventions. N'hésitez pas à utiliser le chat au fil de l'eau. On fera une petite synthèse des questions et il y aura quelques minutes d'échange consacrées après chaque intervention. Quoi qu'il en soit, je pense que nous n'aurons pas le temps de traiter forcément toutes les questions et nous tâcherons de vous apporter une réponse par écrit au moment de la restitution à l'issue du webinaire. Dernier point, nous enregistrons tout ce qui va se dire ce matin et nous mettrons donc cette captation vidéo en ligne dans les prochains jours, ce qui permettra à ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre de profiter des échanges. Alors, nous allons parler aujourd'hui des fiches de déclaration environnementale et sanitaire avec 4 intervenants que je vous présente. Nous allons commencer en donnant la parole à Nadège Joury de l'association HQE-GBC, qui est par ailleurs administratrice de la base Ignies. Et Nadège va nous présenter cette base et nous en dire un peu plus sur les FDES et les PEP. Nous verrons ensuite les outils mis en place par la filière béton avec 2 intervenants, Florian Pedrono du CERIB et Benjamin Bordonado du SNBPE. Et enfin, nous passerons la parole pour finir à Adèle Vautier du bureau d'études H3C Énergie, qui nous présentera un retour d'expérience d'un travail de conception qui a utilisé les FDES comme outil d'aide à la décision. Et donc, Adèle va nous présenter ce projet, nous expliquer comment, dans le cadre de ce projet qui intégrait des matériaux biosourcés, les FDES ont été utilisés dans les phases d'études. Voilà, bah écoutez, sans plus tarder, sans prendre plus de temps, parce que ce temps nous est compté, nous avons 1 heure à passer ensemble. Je vous souhaite un très bon webinaire et je laisse donc la parole à Nadège. À tous et à toutes. Alors, je partage mon écran. Merci Rémi pour ce webinaire. Donc, je vais vous parler de la base Ignies. Je suis chargée de mission à l'Alliance HQE-GBC, du coup, et je suis, comme le disait Rémi, secrétaire du conseil de surveillance de la base Ignies. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter d'abord la base, ensuite les données qui sont dans la base, les FDES et les PEP, et puis revenir sur des points d'actualité autour de la base Ignies et des données environnementales. Donc, au niveau de la base, la base Ignies, c'est une base qui est multipartite et qui est du coup propriété de l'Alliance HQE-GBC, qui est une association d'utilité publique. Et du coup, gérée collégialement avec l'ensemble des parties prenantes qui sont en bas, tous les logos qui sont en bas. Voilà. Et donc, elle regroupe différents types de données. Donc, les PEP, les profils environnementaux produits, les FDES, les fiches de déclaration environnementale et sanitaire. On retrouve aussi des ICV, les inventaires du cycle de vie, qui sont utilisés pour créer des FDES ou des PEP. Et donc, ces données-là sont des données spécifiques qui peuvent être individuelles ou collectives. Donc, des données individuelles, ça veut dire qu'elles sont réalisées par un seul fabricant pour une typologie de produit. Et les collectifs, c'est plusieurs fabricants qui se regroupent entre eux, donc soit qu'entre fabricants ou soit autour d'un syndicat ou d'une fédération, et vont déclarer une donnée collective. Ensuite, il y a des données qui sont réalisées par le ministère
qui sont les données par défaut, environnementales par défaut, les DED. Pour l'expérimentation plus et moins, il y a eu aussi des lots forfaitaires qui ont été créés sur les équipements principalement. On regroupe aussi dans la base INES d'autres types de données, des données conventionnelles, qui sont des données environnementales de service, les DES, qu'on met autour de, du coup pour la CV bâtiment aussi, sur les énergies et sur tous les services pour accéder à l'eau, au transport et les fluides frigorigènes. Au niveau de l'utilité de la base, donc actuellement, vous le savez sûrement, elle est utilisée pour réaliser des ACV bâtiments, des analyses du cycle de vie. Et ces ACV-là qui sont utiles pour l'expérimentation E+C- et maintenant pour la RE 2020. Et donc, la base INES, elle est reliée à ces outils via un web service. Mais la base INES, elle peut être aussi utilisée pour d'autres performances environnementales, telles que la qualité de l'air intérieur, parce que dans les FDES, le S, c'est le sanitaire, et donc on regroupe dans les FDES les étiquettes COV, et du coup, on peut regarder la qualité de l'air intérieur réalisée pour les produits. Elle peut aussi être utilisée autour de l'économie circulaire. On a fait un test en 2019 en réalisant avec ces données du coup un test autour de l'analyse des flux de matière, qui est aussi une autre méthodologie complémentaire à l'ACV. Et donc en tout, elle est reliée à 17 structures qui ont un abonnement au web service. Et il y a 8 logiciels qui ont été créés, qui sont conformes aux exigences du référentiel E+C- et qui seront sûrement conformes à la RE 2020 aussi. On peut aussi consulter la base directement en accédant au site ines.fr. Et là, du coup, la base est en consultation libre et on peut chercher par famille de produits, par organisme déclarant les données, et aussi avoir une recherche un peu plus poussée sur les produits et avoir directement toutes les informations qui sont dans les FDES et PEP de façon numérique. Donc, pour aller un peu plus en détail, qu'est-ce qu'il y a dans une FDES ou dans un PEP? Déjà, je voulais vous parler du cadre normatif. Voilà, les FDES et les PEP sont des déclarations de type 3 et sont normées au niveau international, européen et aussi français. On a aussi des décrets et des arrêtés à respecter. Et aussi, les fabricants ont aussi comment dire, des exigences à respecter. Ils doivent, du coup, dès qu'ils font une allégation environnementale, créer une déclaration environnementale. Donc, ça veut dire que dès que quelqu'un dit que son produit est bon pour l'environnement, il doit absolument réaliser une déclaration environnementale. Sinon, il n'est pas dans la norme. Au niveau des FDES et des PEP, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, au début, on retrouve les informations générales, qui est le déclarant, les types de déclaration, le nom du vérificateur et les caractéristiques du produit. Et une des caractéristiques qui est citée, c'est l'unité fonctionnelle, qui va servir comme base de calcul pour la suite, pour le profil environnemental. Par exemple, on va parler d'1 mètre carré de plancher. Et du coup, les calculs qui vont sortir après, les résultats de l'analyse, vont se référer à ce mètre carré de plancher qui a une durée de vie de 50 ans. Et ensuite, pour les FDES, on a aussi du coup des informations autour du sanitaire sur les substances dangereuses qui sont dans les produits et comment elles contribuent à la qualité de vie
des bâtiments au niveau confort. Et ensuite, les fabricants peuvent aussi avoir des informations additionnelles qui peuvent marquer aussi dans les FDES sur l'environnement, sur leur performance environnementale. Au niveau des indicateurs environnementaux qui sont dans la base INES, donc il y en a 28 selon la norme 15804 et le complément national. Et actuellement, dans la RE 2020, on n'utilise qu'un seul, qui est le réchauffement climatique. Il n'y a que sur celui-là où il y aura un seuil. Mais par contre, on calcule bien tous les autres indicateurs. Et du coup, on vous invite à regarder aussi les autres indicateurs environnementaux qui sont dans les ACV pour bien vraiment choisir aussi les produits, pas de façon monocritère, mais vraiment multicritère, puisque l'analyse du cycle de vie, c'est une méthode multicritère, et donc il faut aussi regarder les autres indicateurs pour voir comment on se situe. Au niveau des données, donc, comme je le disais tout à l'heure, ces données sont vérifiées par tierce partie indépendante. Ça veut dire que le déclarant va donner sa donnée à un vérificateur. Ce vérificateur-là est habilité par un des programmes, donc le programme INIES pour les FDES et le programme PEP EcoPassport pour les équipements. Et ces programmes-là sont eux-mêmes conventionnés par l'État. Donc, ils doivent respecter un cahier des charges que l'État leur propose, et les vérificateurs doivent respecter ce cahier des charges plus les règles de chaque programme. Et donc, les déclarants doivent regarder s'ils sont bien conformes aux règles du programme, etc. Je vais passer très vite sur cette slide parce que vous allez avoir une présentation de certains configurateurs pendant ce webinaire, mais du coup, il y a actuellement 5 configurateurs qui sont reconnus par le programme INIES, donc 2 pour le béton, 2 pour le bois et 1 pour l'acier. Voilà. Et maintenant, au niveau des chiffres, donc à l'occasion de ce webinaire, on sort aujourd'hui la news INIES que nous sortons annuellement autour des chiffres qui vont montrer les chiffres au 31 décembre de la base INIES. Donc, comme vous le voyez, encore cette année, on explose le nombre de FDES et de PEP présents dans la base INIES, avec plus de 18% de hausse, de plus de 2000 FDES, plus de 400 PEP et EcoPassport. Donc voilà, c'est vraiment à chaque fois exponentiel. Et on vous remercie les déclarants pour ces données qui augmentent chaque année et chaque jour même. Je pense que ces chiffres sont plus à jour aujourd'hui. On en a plus maintenant. Et donc, au niveau des familles de produits qui sont mises en avant, on a, bien sûr, vous le remarquerez tous si vous allez dans la base INIES, de nombreuses FDES d'isolants. Et si on regarde les chiffres de façon des références commerciales, puisqu'une FDES peut faire référence à plusieurs références commerciales, là, on voit que les menuiseries intérieures et les revêtements de sol sont importants. Et au niveau des PEP, c'est les équipements de génie climatique et les sécurités du bâtiment qui sont bien représentés dans la base INIES. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Merci à vous tous, les plus de 240 déclarants de la base INIES qui, chaque jour, essayent d'avoir encore plus de FDES et de PEP disponibles pour la réalisation des ACV bâtiments. Mais il y a encore, comme vous le savez tous, des manques. Et c'est pour ça, en décembre 2019, on a créé un appel à accompagnement avec le soutien financier de l'ADEME pour financer des déclarations environnementales collectives. Et à l'occasion de ce webinaire,
on renouvelle cet appel à accompagnement et du coup, on souhaite financer encore à hauteur de 50% des déclarations environnementales collectives qui ne sont pas présentes dans la base INIES. Et vous pouvez du coup déposer votre dossier à partir du 31 mars, enfin jusqu'au 31 mars. Donc, vous avez 1 mois et demi pour déposer vos dossiers pour la création de déclarations environnementales collectives. Voilà, je vous ai mis les listes des FDES qui sont vraiment manquantes dans la base INIES suite à notre analyse du baromètre 2020. Et puis, exactement la même chose au niveau des PEP. Voilà. Et on vous donne rendez-vous du coup le 6 juillet 2021 pour notre assemblée annuelle INIES. Du coup, c'est le matin, toute la demi-journée. On espère en présentiel, mais on fera aussi sûrement une captation vidéo où on fera du coup la publication du baromètre, sûrement une table ronde sur la RE 2020 et puis la remise des attestations de vérification des projets du premier appel à accompagnement fait à FDES Fait ton PEP. Voilà, je pense que j'ai tenu à peu près mon timing. Merci beaucoup Nadège, très bon timing. Du coup, ça laisse le temps pour répondre à quelques questions. Il y en a certaines qui sont arrivées sur le chat. La première, il y a quelques milliers de fiches dans la base INIES, ce qui semble relativement faible pour réaliser une ACV précise et réaliste sans être impacté par l'incertitude qui est liée aux fiches générées par défaut, aux valeurs par défaut. Comment faire une bonne ACV en 2021, c'est-à-dire comment essayer de s'affranchir de ces valeurs par défaut qui viennent impacter le résultat? Bah, je pense déjà on peut déjà se féliciter de pouvoir réaliser une ACV quasi complète. C'est pas le cas dans les autres pays européens. On est un des premiers pays, enfin on est même le premier pays à pouvoir réaliser des FDES, enfin à pouvoir réaliser des ACV bâtiments avec le marché, enfin avec des données qui sont spécifiques à un marché national. Et ben, du coup, pour le moment, certes, c'est compliqué puisqu'on a encore ces données par défaut. Mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller questionner aussi vos industriels, de leur dire, bah voilà, il y a la réglementation qui arrive, il faut que vous ayez votre déclaration environnementale pour que vous puissiez réaliser pour qu'on puisse réaliser des ACV bâtiments qui soient meilleures que ce qu'elles sont actuellement parce qu'on utilise les données par défaut. Mais ces données par défaut sont là aussi pour pouvoir calculer l'ACV bâtiment. Et du coup, elles sont pour le moment indispensables, mais normalement, d'ici quelques années, on en aura, on espère moins pour pouvoir avoir plus de FDES et de PEP dans la base INES Oui, et une autre dans question très les concrète. ACV bâtiments. Une autre question, Nadège, quel est le coût moyen de réalisation d'une FDES ou d'un PEP? Ouais, le coût, il dépend vraiment si c'est une donnée, enfin, tout dépend si vous avez les compétences en interne ou pas pour réaliser ces fiches. Tout dépend aussi si vous faites une fiche collective ou si vous en faites une individuelle. Mais on peut aller, du coup, en comptant la réalisation plus la vérification et l'enregistrement, on peut aller allez, je dirais 3 000 à 4 000 euros ça peut aller vraiment à 30 000 euros s'il y a vraiment beaucoup de déclarants, enfin de collectifs à peu près. Ok. Autre question concernant les méthodes de réalisation et de vérification, est-ce qu'elles sont normées? Oui, oui, oui. Du coup, la vérification elle est normée. Alors, enfin, c'est le slide que je vous montrais. Donc, elle est normée parce qu'elle suit déjà les normes de l'ACV. Après, il y a des normes au niveau de la construction, comment on réalise des EPD, ce qu'on appelle EPD à l'international, qui sont nos FDES et nos PEP chez nous. Du coup, c'est la norme 15804 A1 et A2 bientôt. Et puis après, on a des règles nationales avec le complément national et des règles spécifiques au programme aussi.
avec du coup des règles de programme où le programme va aussi réaliser des règles spécifiques, soit une famille de produits ou pour tous les produits qui sont dans la base. Alors, peut-être une dernière question. On observe parfois un décalage entre la durée de vie réelle, d'un élément, par exemple une toiture plate qui peut avoir une durée de vie estimée à une quinzaine d'années et cette durée de 50 ans. Du coup, il y a un problème de réalisme, qui s'oppose là. La durée de référence qui est dans les FDES, c'est une durée de vie du coup qui est garantie par le constructeur. Et donc, il garantit que ça va durer minimum ce temps-là, ça peut durer plus. Et du coup, pour le moment, dans les calculs d'ACV pour la RE 2020, on renouvelle du coup à chaque fois, par exemple, si c'est 15 ans, du coup, on renouvelle tous les 15 ans le produit. Et on ne prend pas en compte qu'il peut durer plus longtemps, puisque pour l'instant, on n'en sait rien. Ça sera dans 15 ans qu'on saura si la toiture sera changée ou pas. Et donc, voilà, c'est vraiment l'analyse du cycle de vie, elle est faite pour aussi en prospectif, pour parier un peu sur combien au total cycle de vie on va pouvoir enfin, combien ça mesure, enfin, combien ça a un impact sur enfin, sur le produit, sur l'environnement. Mais le but, c'est de prendre en compte le plus d'impact possible et de, après, en exploitation, avoir le moins d'impact possible et d'aller en deçà de ce que l'ACV propose. Merci beaucoup Nadège. On est très bien sur le timing. Il y a d'autres questions. Je vous propose que, comme on l'avait indiqué en introduction, on puisse apporter voilà, ces réponses complémentaires a posteriori. Plusieurs personnes nous interrogent sur la mise à disposition des supports et de l'échange que nous avons là. Donc, je rappelle que les supports seront mis en ligne sur notre site et nous proposerons également la vidéo de la captation de ce webinaire. On va passer maintenant à la deuxième séquence avec une intervention à deux voix du CERIB et du SNBPE. Et donc, j'invite Florian Pedrono et Benjamin Bordonado à prendre la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, nous allons vous présenter, moi, Benjamin Bordonado et mon collègue Florian Pedrono, donc l'ACV des équipements et produits de la construction. Donc, quels sont les outils et méthodes pour répondre aux enjeux environnementaux? Donc, tout d'abord, remettre dans le contexte la filière béton en Bretagne. Donc, elle compte environ 230 sites pour plus de 2900 salariés. Donc, sur ces sites, c'est 45 sites de production de préfabrication de béton, donc pour 1200 salariés, 87 unités de production de béton prêtes à l'emploi pour 650 salariés, 3 cimenteries de 400 salariés et 84 carrières pour 980 salariés, afin d'avoir une vision globale de ce secteur. Donc ensuite, maintenant, une chronologie, donc plusieurs dates, éléments clés à vous donner. Donc Florian va ici plus en parler. Voilà, bonjour à tous. J'ai un écho, non ? Donc effectivement, l'industrie du béton s'intéresse à l'analyse du cycle de vie depuis de nombreuses années. Ça a commencé en 1999 avec une première FDES nationale sur le bloc béton. Donc le Parpaing a été le premier à avoir sa FDES en 2003, suivi en 2006 donc, par les FDES des produits béton prêts à l'emploi. Et parallèlement à ça, 2011-2019, donc on les a vus tout à l'heure, les configurateurs Betty Environnement IB. Donc ça, ce sont sur toutes les configurations FDES. Il y a aussi du travail et des recherches qui ont été faites sur l'empreinte carbone avec des projets FastCarb et aussi béton au niveau national. Et aujourd'hui, en 2020, on compte environ 130 FDS de béton et produits en béton dans le catalogue de la base Ignis. Donc, voilà sur le plan historique. Donc ensuite, nous allons vous parler de Betty. Donc
béton et impacts environnementaux. Donc, c'est dans ce cadre que la SNBPE a décidé de mettre à la disposition des acteurs du bâtiment un outil Internet de création, DevDes, pour les ouvrages de BPE. Donc, c'est Betty. Donc, Betty permet la génération de DevDes dans le cadre de projets spécifiques. Donc, pour avoir les impacts des transports en amont, en aval, le choix du type de béton, le taux de ferraillage, les dimensions de la partie d'ouvrage considérée, donc l'unité fonctionnelle, selon les cas, donc épaisseur, longueur, largeur. Donc tout ça permet donc cet environnement Betty permet de générer donc CFDS en fonction de ces cas de figure spécifiques. Donc Betty, comme c'est montré, est un outil partagé donc pour tous ces acteurs de la construction. Donc déjà, il faut noter que c'est un outil créé par un cabinet environnemental reconnu, donc Ecobilan, donc lié donc à la création de FDS conforme donc à la norme que l'on avait parlé tout à l'heure 15804 CN. Donc pour l'insertion de FDS dans la base réglementaire INIES, donc évidemment. Et donc tout ça, pourquoi? Pour permettre l'optimisation de choix constructifs. Donc l'optimisation de ces choix, c'est le choix du type de béton, comme je l'avais dit, les dimensions des parties d'ouvrage à considérer, donc le transport, évidemment, qui a un impact réel sur le taux de CO2, et évidemment, la densité de ferraillage qu'il y a dans ce béton, qui évidemment impacte la FDS du béton. Donc, avec ici un exemple de FDS en image. Donc, pour ensuite passer aux données environnementales sur les produits en béton. Et donc là, c'est mon collègue qui va vous en parler. Donc, effectivement, alors le CERIP, c'est le Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton. Nous sommes le centre technique des produits préfabriqués en béton, notamment pour le bâtiment. Vas-y, Benjamin. Il faut savoir que 90% des produits et systèmes en béton du bâtiment disposent d'une FDES. 49 FDES collectives vérifiées en cours de vérification sont sur la base INIES actuellement. Donc des produits, des blocs béton, hein, les planchers poutrelles, poteaux, et également les produits de voirie, bordure, pavés, assainissement. On a également 30 FDES individuels de produits en béton. On verra la distinction tout à l'heure. Donc, elles sont disponibles, ces FDES collectives, au nom de Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton, donc sur la base INIES, et sur le site web du CERIB, donc pour toutes les FDES collectives et les individuels réalisés par le CERIB. Vas-y, Benjamin. Pardon, excuse-moi. Donc, Environnement IB, c'est le configurateur des FDES collectives, parce que chaque chantier a besoin d'avoir sa réponse en termes de FDES. Environnement IB permet de configurer différents produits et familles de produits, donc notamment les poutres en béton, les dalles alvéolaires, les prédales, poteaux en béton armé, prédales béton armé, murs de coffrage. Donc ça, c'est ce qu'on a réussi à faire dans la version actuelle. Effectivement, ça répond aux exigences, donc à un usage plus et moins et maintenant RE 2020, dans le sens où ça a été vérifié par une tierce partie. Et on verra plus tard que les différents formats de sortie de données permettent une traçabilité selon les configurateurs et les besoins de calcul. Donc, sur la slide suivante, vous avez le lien vers le configurateur qui est en libre accès, qui est accessible pour tout le monde. Vas-y, Benjamin, sur la slide d'après. On peut voir qu'il a une vraie simplicité d'utilisation. Hein. Le but, c'est que chacun puisse l'utiliser rapidement, sans formation préalable, où on a pris 4 critères importants. Le dimensionnement du produit, la classe de résistance du béton, le différent taux d'acier, bien sûr, et la distance de transport entre l'usine et le chantier. Donc, sur la slide suivante, on a différents formats d'exportation des configurateurs pour répondre vraiment à toutes les demandes. C'est-à-dire qu'on a la FDES complète PDF, on l'a sous format XLS, et on a enfin des fichiers d'import selon les différents logiciels utilisés. Hein, on voit les différents
logo et logiciel utilisables. Donc, vas-y, Benjamin, c'est à toi de… Donc, moi, je vais, donc, suite à cela, vous parler donc, du GEGO, donc rapidement. Donc, ce guide environnemental du gros œuvre, donc, qui fait partie de tout cela. Mais donc, dans ce GEGO, plus que le guide en lui-même, ce sont les mesures qui ont été prises donc, pour pallier à ce problème du CO2 avec le béton, notamment donc, le stockage du CO2 avec donc, le granulat recyclé, donc ce projet qui est en phase d'industrialisation. Donc, c'est stocker le CO2 par le granulat de béton recyclé. Donc, c'est accélérer le phénomène naturel de carbonatation, donc, où le granulat va recapter du CO2. Donc, ce qui permet donc, à la matrice cimentaire de revenir à de la pierre calcaire, donc la matière première originelle. Donc, c'est évidemment, il y a 3 étapes évidemment de ce projet. Donc, tout d'abord, la validation, donc sur le plan théorique et expérimental, donc en gros tester en laboratoire, donc la preuve de ce concept technique. Ensuite, donc c'est concevoir donc, et mettre en œuvre les procédés industriels, donc intégrer cette carbonatation, donc l'accélérer à l'échelle pré-industrielle. Et ensuite, donc, après avoir caractérisé cette viabilité donc, environnementale et économique du procédé, donc on l'applique en pratique avec le recyclage envisagé. Ensuite, comme autre projet, donc c'est le projet national Recy-Béton. Donc, c'est le recyclage, donc c'est intégrer le recyclage complet du béton. Donc, c'est un projet collaboratif. Donc, c'est un programme de recherche donc, pour favoriser donc, le recyclage du béton. Et donc, réunissant donc, 47 partenaires. Donc, qui a été posé sur une durée de 2012 à 2018, donc pour un budget de 4,8 millions d'euros. Donc, les enjeux, donc, c'est 20 millions de tonnes de béton à valoriser par an. Donc, c'est l'utilisation rationnelle, évidemment, des ressources naturelles et évidemment la limitation des mises en décharge et aussi donc, la réduction de ces transports de matériaux. Donc, les aspects à minimiser. Donc, c'est vraiment réfléchir à cette éco-conception. Donc, c'est vraiment tout un processus de réflexion donc, sur le béton et sur comment il peut réduire son impact. Donc, c'est la réponse, évidemment, donner une réponse donc, à des besoins fonctionnels, donc évaluer l'impact environnemental, évidemment, et mettre cela en rapport avec l'épuisement des ressources, et ensuite voir les faisabilités techniques en fonction de ces facteurs pour avoir la meilleure éco-conception possible du produit. Donc, nous avons fini notre présentation. Donc, le SNBP et le CERIP sont ravis de vous avoir présenté tout cela. Merci beaucoup à tous les deux. Quelques questions. La première, est-ce qu'il existe une FDES du béton bas carbone? Là, comme ça, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais il ne me semble pas en particulier. Enfin, il y a des FDES pour différents types de béton, évidemment. Donc là je ne voudrais pas vous dire une bêtise, il faudra que je regarde et je répondrai plus tard pour… Après, pour les produits en béton, on peut insérer sur un produit, comme on disait, il y a différentes entrées sur un produit, que ce soit le dimensionnement, le taux de ferraillage et le béton utilisé pour un produit en béton. Donc, on peut prendre en compte sur une FDES individuelle sur un produit l'utilisation d'un béton selon sa classe de résistance. Oui, en effet. Alors, autre question, est-ce que les granulats recyclés sont intégrés sont pris en compte dans le configurateur Betty? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'une évolution est prévue? Ils ne sont pas encore totalement pris en compte dans le sens où on a une limitation normative pour le granulat recyclé, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser tellement dans les œuvres, enfin dans les ouvrages principaux, surtout dans les ouvrages de voirie, où on va intégrer du granulat recyclé. Mais là, c'est plus les normes gouvernementales qui nous bloquent plutôt que la capacité de le faire. Alors, une petite question très technique. Apparemment, il y aurait un léger bug sur EIB quand on génère plus de 15 FDES par projet. Est-ce que c'est quelque chose qui est résolu? EIB a été remis en ligne très récemment. Donc, je ne sais pas quand est-ce que le bug est apparu. Mais bon, je vais
faire remonter l'information, le cas échéant. Ah, le bug est toujours présent apparemment. Bon, eh ben, c'est bon à savoir. Ça veut dire qu'il est utilisé. Écoutez, quelques échanges et quelques liens qu'on vous partagera, voilà, qui apparaissent là dans le chat. Si pas d'autres questions, non. Eh bien, écoutez, merci pour votre intervention à deux voix, Benjamin Florian, et je vous propose qu'on donne maintenant la parole à Adèle Vautier du bureau d'études H3C Énergie, pour un retour d'expérience d'un travail de conception qui s'est fait en intégrant les FDES comme outil d'aide à la décision. Voilà, merci Adèle. Oui, bonjour, donc Adèle Vautier, H3C Énergie. J'ai accompagné Le Mans Métropole sur les calculs plus c'est moins et l'amélioration environnementale du gymnase de la briqueterie au Mans. Et donc, juste rapidement, on est un bureau d'études spécialisé dans la performance énergétique et environnementale des bâtiments. On a plusieurs agences en France et on travaille sur notamment la construction et la rénovation durable. Voilà, je vais aller rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc là, je vous ai fait une petite synthèse du projet. On est sur à peu près 2000 m² de surface utile. L'objectif, c'était d'être E3C1. Donc, on a aujourd'hui, voilà, l'approche carbone, elle a été réalisée avec le référentiel E plus C-. On avait du photovoltaïque, on a à peu près entre 350 et 400 m² de panneaux PV. Et on est sur un système de construction en mur ossature bois. Donc, j'ai repris ici les détails du bureau d'études structure Ingélignaux. Donc, on est sur des murs ossature bois avec de la botte de paille en verticale avec une ITE en laine de bois, enfin fibre de bois. Et puis, en toiture, en partie, sur la majorité de la toiture, on est sur un support CLT avec de la fibre de bois côté extérieur et un bac acier. Voilà, très rapidement. Vous m'entendez bien tous? C'est bon? Oui? Ok. Je me permets juste de parler d'une minute du plus c'est moins pour que chacun comprenne bien après la suite de l'étude. Je ne connais pas, on est nombreux, donc on n'est pas tous égaux sur les connaissances sur ce sujet-là. Donc le plus c'est moins, il y a donc le E pour la partie énergie et C pour le carbone. Sur la partie énergie, donc il y a 4 niveaux. Les 2 premiers niveaux devraient préfigurer la future RE 2020, on ne sait pas quand elle va sortir. Et puis le niveau E3, E4, là, il faut avoir recours à de l'énergie renouvelable. Et E4, on est à bâtiment à énergie positive. Donc ça, c'est le bilan BEPOS. Donc ce bilan BEPOS, en fait, c'est la somme des consommations d'énergie non renouvelables. Donc, par exemple, si on est chauffé au bois, ces consommations ne rentrent pas dans le bilan BEPOS. Voilà. Moins, auquel on soustrait en fait la production d'électricité, par exemple photovoltaïque. Et le niveau carbone, on a deux niveaux carbone différents. Donc le C1, donc le premier niveau, et le C2, assez ambitieux, puisque il est compliqué, même quand on est avec du biosourcé, d'atteindre ce niveau-là. Donc, ces seuils-là, ils ont été établis pour pouvoir justement établir les futurs seuils de la RE 2020. Donc, l'expérimentation, elle a pu se faire du coup pendant 2 ans sur ces seuils-là. Et donc, sur le C, on a deux indicateurs. Il y a le niveau carbone global pour le bâtiment et il y a le niveau carbone pour les produits de construction aussi. Donc, il y a 2 niveaux différents. Et donc, cette analyse de cycle de vie, elle se fait sur 4 contributeurs, les produits de construction, la consommation d'énergie, le chantier et les consommations d'eau. Voilà, c'était un petit aparté pour quand même savoir de quoi on parlait pour la suite. Donc, bon, il y a eu évidemment un calcul RT qui a été fait. On est plutôt bien au niveau on a un gain de 66% sur le CEP. Et on a étudié 4 variantes déjà sur les systèmes énergétiques et l'approvisionnement en énergie. Les 2 premières solutions, c'était une solution gaz avec différents systèmes de ventilation. Et puis la solution 3, il y avait une pompe à chaleur sur sonde géothermique. Et la solution 4 avec une chaudière bois granulé.
Avant tout, pour faire le calcul le plus c'est moins, quand on est en APS, ça peut être un peu compliqué. Il faut quand même avoir pas mal de métrés. Et en tout cas, si on veut pas s'avancer sur un résultat trop optimiste, moi, c'est toujours ce qui me fait un peu peur, en fait, quand on nous demande des calculs assez tôt. Et notamment, il faut quand même, moi, les lots les plus impactants, c'est quand même les fondations. Donc, les fondations, la structure, donc aller un petit peu plus loin sur ces postes-là en APS. Le calcul, il se fait à partir du fichier R7, donc des résultats du calcul RT. Et puis, bien évidemment, il nous faut les descriptifs architectes et les plans. Donc, on a fait l'étude, mais moi, je suis arrivée un petit peu après tout le monde, évidemment. Et on a eu les résultats APS pour pouvoir optimiser ensuite à l'APD. Donc, ce qu'on se rend compte au niveau de l'impact, sur le niveau E, énergie, c'est que, bon, évidemment, avec 350 mètres carrés de photovoltaïque, on atteignait le E3, le niveau E3, mais plus ou moins différemment. Vous avez ici, alors du coup, vous voyez pas, je pense, vous voyez ma main ou pas? Là Oui. Oui, ah, super. Là, c'est les deux premières solutions au gaz, et là, c'est la solution en géothermie, et là, au bois granulé. Donc, on voit quand même qu'on gagne beaucoup rien qu'avec la géothermie, puisqu'on a les chaleurs gratuites du sol, donc on a moins de consommation d'énergie primaire non renouvelable. Et on est positif avec le bois. Je disais tout à l'heure, en fait, les consommations liées au chauffage ne sont pas intégrées et on est donc plus avantagé sur le bilan BEPOS. La solution qui a été retenue par le Mans Métropole, c'est la solution géothermie. Voilà. Donc là, déjà, on voit l'impact, ne serait-ce que sur le E, en fait, sur le choix de la ressource énergétique. Sur la performance environnementale, donc on a fait un calcul en APS, en APD, et là, je suis en train de faire le pro. On avait donc le niveau, là vous avez donc les 4 solutions, gaz, géothermie et bois, sur le niveau carbone. Donc on a aussi l'impact sur le carbone qui s'affiche là. Là c'est le niveau C1 qui est déjà dépassé, là c'est le niveau C2. Donc en termes de, sur le niveau global carbone, on était quasiment C2 sur les solutions qui avaient recours à de l'énergie renouvelable pour chauffer le bâtiment. Donc on voit quand même, c'est assez important. Par contre, au niveau des contributeurs produits construction, on était un peu juste au niveau du carbone. Vous voyez ici le carbone 1, carbone 2. Donc il faut vraiment valider ces deux niveaux de carbone, les niveaux carbone sur le global et le niveau carbone sur les produits de construction. On voit ici, avec la solution géothermie, l'impact des fluides frigorigènes. Je vais voir après, je vais zoomer. Ça va, je ne vais pas trop vite, je ne me rends pas compte. C'est bon? Hop, attendez. Donc là, j'ai regardé la répartition. Alors, on était en APS ou en APD. C'est vrai que les contributeurs eau et chantier sont affinés plutôt au pro parce qu'il faut rentrer pas mal de choses et ce n'était pas l'essentiel de l'étude au préalable, enfin au début de l'étude. Évidemment, quand on est en solution géothermie, l'impact des produits de construction devient prépondérant puisque la consommation d'énergie primaire non renouvelable est moins importante par rapport à une solution gaz. Là, on a repris les contributeurs, mais sur des macro-lots, la parcelle, le gros œuvre, le second œuvre, et puis équipement technique. Alors, les lots techniques étaient saisis de manière forfaitaire. Donc, voilà, en APS, on avait quand même pas mal de données manquantes, notamment sur les sujets de la parcelle qui ont été intégrés en APD. Et c'est parce qu'il y a aussi une erreur sur le calcul dont je vais parler tout à l'heure, mais c'est aussi ça le retour d'expérience et qu'on est là pour partager en fait nos expériences. Donc, voilà, je vais l'évoquer. Donc après, ce qu'on a fait, c'est que on a étudié différentes variantes. Déjà pour regarder quel est l'impact sur certains lots d'avoir des fiches de données par défaut et puis utiliser des fiches individuelles. On l'a fait par exemple sur les couvertures en zinc, en passant d'une fiche par défaut à une fiche individuelle. Sur les façades en bardage zinc aussi, sur les peintures. Ensuite, on a fait une autre variante en utilisant une autre. En fait, j'avais une fiche pour le béton désactivé et je me suis rendu compte que c'était un élément qui était assez important sur notre lot VRD. Donc, j'ai utilisé une autre FDES et j'ai fait une variante. Donc là, c'était en fait sur des solutions gaz. Et on a fait la variante avec la géothermie pour voir justement la différence qu'il y avait sur le carbone en passant en géothermie et en changeant de fluide frigorigène. Parce qu'en fait, j'étais partie sur du R410A, donc un fluide frigorigène avec un fort pouvoir de réchauffement global. Et on est parti sur un R32 pour voir justement est-ce qu'il y avait une différence. Donc, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que quand on travaille juste sur le lot revêtement de sol et plafond, donc avec les peintures, on gagnait 22 kg au global,
22 kg de CO2 par mètre carré de SDP. Et puis, en changeant de fluide frigorigène, c'était 49 kg. C'est quand même, ce n'est pas négligeable parce que des fois, on est, le seuil C1, il doit être à 1065, je crois, pour les produits de construction. Et quand on gagne 40 kg plus 22, des fois, c'est plutôt, c'est très favorable. Ce qu'on s'est rendu compte, ce que je me suis rendu compte sur l'OVRD, c'est que j'avais un problème de conversion de fichiers Excel et que du coup, ma fiche sur le béton désactivé n'était pas bonne. Donc, rien qu'en changeant la fiche, là, je gagnais 300 kilos, ce qui était ce qui était énorme aussi. Donc, on le voit ici. Ce qu'on voit surtout, alors je vais voir ça après. Non. Donc là, on reprend les niveaux carbone 1 et carbone 1, carbone 2 en orange avec les différentes variantes. La solution géothermie augmente l'impact carbone avec le fluide frigorigène. Donc, ça, c'est à savoir. Et donc là, je repasse ici. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'à l'issue de l'APD, il fallait trouver des pistes d'économie. Donc, la maîtrise d'ouvrage a voulu qu'on regarde certaines solutions. Par exemple, on a une grande partie, en fait, sur la grande salle, la salle Omnisport, on a des sheds qui étaient en verre. Donc, on les passait en polycarbonate sur la salle d'escalade aussi. On a travaillé aussi l'étanchéité en EPDM, donc c'est du caoutchouc à la place du bitume. Regardez aussi l'impact de travailler sur un sol en résine au lieu d'un sol souple sur la grande salle. Il y avait la question des bardages. On était en Carea, donc c'est un bardage minéral. Il n'y avait pas de fiche, il n'y a pas d'F2S, donc on n'a pas pu la comptabiliser dans le calcul, plus et moins. Donc, je ne sais pas, on a 1600 mètres carrés de bardage qui ne sont pas intégrés dans le coût carbone. Et on voulait le remplacer en bardage Trespa, mais qui n'avait pas non plus de FDES. Donc ça, en fait, par exemple, c'est un des éléments, c'est énorme, il y a 1600 mètres carrés qui ne sont pas comptabilisés en fait, dans l'empreinte carbone. Donc tout ça, en fait, avant de pouvoir lancer le pro, on a vérifié que ces différentes variantes n'avaient pas forcément d'impact négatif sur le calcul global du carbone. Donc on s'est quand même rendu compte que de passer en résine sur la salle multisport, on perdait quasiment, on augmentait d'au moins 30 kg par mètre carré de SDP l'impact carbone, ce qui est pas négligeable. Mais les autres, passer en polycarbonate à la place du verre ou l'étanchéité n'avait pas d'incidence. Donc, ça a pu être validé pour pouvoir démarrer le pro. Donc, on a validé les solutions d'optimisation économique, ce qui est normal. Donc là, on est sur le pro. Depuis l'APS, il y a quand même eu pas mal de nouvelles fiches. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a beaucoup de fiches aujourd'hui qui viennent compléter la base IGNES. Il y avait aussi évidemment la perspective de la RE 2020. Donc, on a pas mal de fiches par défaut pour lesquelles que j'ai pu remplacer en fiches collectives. On a pu avoir des portails sur le site issus du réemploi, des métriques qui ont été affinées. Au pro, j'utilise, là, je suis en train de travailler sur le pro, donc j'utilise beaucoup les configurateurs. Donc, moi, j'utilise Betty sur le béton. Pour tout ce qui est, alors je sais pas, j'ai dû faire au moins 30 solutions différentes pour les dalles, les voiles, les poteaux, les poutres, les fondations. Et pareil pour les murs ossature bois avec le configurateur DE bois. Donc là, on favorise quand même le calcul E plus C-. Et les variantes qui ont été proposées en APD sont donc validées pour le pro. Et pour le coup, on arrive à un résultat qui est plutôt intéressant. On arrive en termes de carbone à un seuil donc à 912 kg par mètre carré de SDP pour un seuil à 765. Donc, on est pile poil entre le niveau C1 et C2 au niveau des produits de construction. Donc, là, c'était à l'APD, à la fin de l'APD, après avoir utilisé les variantes et corrigé le problème sur la F2S du béton désactivé. Donc, on est vraiment entre le C1 et le C2. Et donc, au pro, on va voir si, effectivement, le fait d'avoir affiné les métriques, d'utiliser des configurateurs et aussi d'avoir recours à des nouvelles FDES qui sont plus avantageuses par rapport à des données par défaut, ce que ça donnera. Voilà. J'ai fini. Merci Adèle. Quelques questions. Une question concernant le type d'ACV qui a été utilisé, si c'était statique ou dynamique. J'imagine que dans le cas de plus souvent, c'était du statique. Tout à fait. De toute façon, oui, c'est là aujourd'hui, on ne travaille que sur le statique puisque c'était dans le cadre du référentiel E plus C-. Voilà, alors des échanges, plus que des questions, des échanges sur le chat concernant la RE 2020 et donc le partage d'une information. Là, Madame Bargon doit parler ce midi, donc on en saura certainement plus. Ah oui.
on aurait fait ce webinaire quelques heures plus tard, on aurait peut-être eu un peu plus d'éléments de réponse ou un contexte qui aurait été différent. Plus par rapport au projet que tu nous as présenté, quelqu'un nous fait la remarque suivante: plusieurs bâtiments à ossature-bois, isolation paille ont atteint le C2. Pourquoi est-ce que ça n'a pas pu être le cas ici? Là, on était, du coup, là, c'était en fin d'APD. Je n'avais pas utilisé les configurateurs pour les éléments, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pour les éléments béton et les éléments bois. Il y avait la géothermie qui était aussi un peu plus défavorable, on l'a vu tout à l'heure. Donc, ça dépend des fois aussi, je pense, de ce qu'il y a sur la parcelle, de l'aménagement de la parcelle, de la taille de la parcelle. Parce qu'aujourd'hui, le lot VRD, c'est d'ailleurs avec l'ARE 2020, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été retirées du lot VRD. Donc, je pense que ça peut varier quand même d'un projet à l'autre en biosourcé. Après, la fibre, la laine de bois en toiture, elle est aussi assez défavorable, puisqu'on a des process, en fait, le module fabrication sur la laine de bois. En fait, sur le matériau biosourcé, souvent, l'impact carbone, il est surtout lié à la fin de vie. Donc, après, tout dépend des scénarios de fin de vie. Alors que sur la laine de bois, il y a beaucoup d'impact carbone lié à la première phase de fabrication, puisque en fait, on est sur un process industriel qui émet du carbone, on a des fibres polyester, voilà. Donc, ça aussi, c'est un peu défavorable, malheureusement. Merci Adèle. Peut-être qu'on atteindra le C2 là au pro, justement. Je suis complètement dedans, donc on verra. Alors, on a encore quelques minutes. N'hésitez pas à une longue question ou commentaire. Oui, alors là, on est sur des échanges qui sont plus, pas forcément en lien avec ce que tu viens de présenter, mais sur des éléments plus de contexte généraux. Vous évoquez des portails issus de réemploi. Comment sont pris en compte ce type de données dans les FDES? Ils ne sont pas calculés. Ils ne sont pas comptabilisés en fait, dans l'impact carbone. Pour le coup, en fait, moi, j'avais mis en APS des portails. Et en fait, c'est des données environnementales par défaut et elles sont assez impactantes. Et du coup, vu que on réutilise les portails qui sont sur place, je ne l'intègre pas dans le calcul. Alors oui, sur le fluide R32, très bonne remarque. Du coup, j'avais fait la variante pour voir, parce qu'on gagnait quand même 30 points. Et on a cherché des machines, des packs de cette taille-là avec le fluide R32 et il n'y a pas. Donc, on n'a que du R410A. Donc, voilà, à l'avenir, j'espère que ça va évoluer parce qu'on voit l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre, quoi. Malheureusement, voilà, c'était une des pistes et il n'y en a pas sur le type de machine qu'on utilise. Ben oui, dommage. Une question sur le temps ou le surcoût pour le client, le maître d'ouvrage, afin de réaliser le calcul ACV, les métrés, etc. C'est quoi la question? Évaluer le temps ou le surcoût pour réaliser ce calcul ACV. Alors là, du coup, je ne sais pas si Aurore Toublanc est encore là avec nous. Et donc c'est la chargée d'opération sur Le Mans. Après, la maîtrise d'œuvre, elle se faisait en interne dans Le Mans Communauté, donc je ne sais pas du tout, je suis désolée. Une question sur la maîtrise des coûts associés au choix et au travail d'étude. Est-ce que tu as des éléments, des informations à ce propos? Alors attendez, je ne comprends pas la question. Je suis désolée, je ne vois pas trop. Est-ce que peut-être la personne qui a posé la question pourrait la reformuler? Sur la solution géothermie et bois, je ne sais plus. Je crois que c'était un petit peu plus cher. On a fait évidemment l'étude d'appro, mais c'était surtout une volonté de la maîtrise d'ouvrage de passer sur de la géothermie. Mais il était intéressant de voir quand même quel était l'impact. On aurait pu être 4 sur du bois, mais ce n'était pas la volonté de Le Mans Métropole. On voit qu'encore, il y a une difficulté qui peut être liée, c'était évoqué par rapport à des échanges là, sur le chat, sur la laine de bois, finalement au périmètre et ce qui est pris en compte. Voilà, tous les aspects ne sont pas forcément tous comptabilisés sur l'ensemble du cycle de vie de la même manière.
ce qui peut amener parfois à de grosses différences sur des impacts carbone Oui. sur les produits laine de bois. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de plein de remarques, c'est dur à suivre. Quel est le temps en plus par rapport à une étude RT 2012 classique? Faire un calcul de plus et moins, oui, c'est du temps en plus, en plus de la RT. Enfin, c'est des questions qu'on nous pose beaucoup en ce moment, justement, en préparation de la RE 2020. Moi, sur un projet comme ça, alors où on fait, soit on fait un calcul basique et puis on balance le résultat, soit on essaye justement de faire de l'optimisation, ce qui est plutôt, pour le coup, là, la plus-value et ce qui est intéressant dans notre métier. C'est au moins 2 jours de plus. Faire un rapport et tout après, c'est 3 jours en fait. Donc, 3 jours d'études en plus par phase pour faire le calcul. Alors, je vais peut-être pas assez vite, je sais pas. Mais le temps de tout saisir, récolter des données, tout saisir, choisir les FDES, faire une première, enfin, lancer le calcul. Et puis, il n'y a pas que les FDES, il y a pas mal de choses non plus, en plus à intégrer dans le calcul, enfin, des choses à avoir. Donc, qui fait le bureau d'études? Alors, moi, alors, en termes de maîtrise, souvent, c'est l'économiste qui le fait. Donc, par exemple, en bureau d'études, là, sur des projets, souvent, l'économiste prend un petit peu d'honoraires en plus s'il y a des maîtrises à faire un peu plus précis en APS, par exemple. En règle générale, je demande c'est l'architecte, l'économiste, en fonction des lots qui vont faire les maîtrises. Et puis, voilà. Bon, après, ça m'arrive d'aller cutcher sur un plan, mais souvent, ouais, il y a le BIM aussi. Voilà, quelqu'un a lancé le BIM, mais tout le monde ne travaille pas forcément parfaitement avec le BIM encore, mais ça va évoluer, c'est sûr. Bon, merci beaucoup, Adèle. On arrive au terme de ce webinaire. On avait annoncé 1 heure, on va tenir nos engagements. Je vous remercie tous les 4 intervenants de nous avoir éclairés sur cette question d'analyse de cycle de vie, de FDES. Donc, je rappelle à tous ceux qui nous rejoignent en cours de route que ce webinaire est enregistré, qu'on va le mettre en ligne et qu'on va apporter des réponses aux questions qui n'auraient pas reçu de réponse en direct. Voilà, donc merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire et je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire mensuel qui aura lieu le 18 mars prochain et nous serons en ligne avec l'agence qualité construction pour parler de confort visuel et d'éclairage. Merci une nouvelle fois à nos intervenants, très bonne journée à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup. À vous. Merci beaucoup, merci à tous. Merci. Merci. Au revoir.